Et si les anciens Égyptiens en savaient bien plus que ce que nous imaginons? Des systèmes d'énergie possibles jusqu'à des conceptions qui rappellent les aéronefs modernes. Aujourd'hui, nous voyageons au cœur de l'Égypte pour explorer ces technologies les plus avancées. Numéro 12, un mystère déconcertant et caché sous les sables du temps. L'Osiris, un temple souterrain enveloppé de mystères, défie notre compréhension de l'histoire et de la technologie de l'Égypte ancienne. Cet immense complexe, avec ses énormes blocs de granit et son artisanat d'une précision remarquable, remet en question la chronologie conventionnelle de la civilisation égyptienne, laissant entrevoir la possibilité d'une origine bien plus ancienne. L'une des anomalies les plus frappantes du temple d'Osiris est l'absence d'inscriptions et de décorations, un contraste saisissant avec les temples égyptiens typiques ornés de hiéroglyphes complexes. Cette absence de preuves textuelles a amené les chercheurs à remettre en question la véritable ancienneté et la fonction de la structure. Se pourrait-il que le temple d'Osiris soit antérieur à la période dynastique de l'Égypte ancienne, servant de vestige d'une civilisation disparue depuis longtemps? La précision et l'ampleur de la construction du temple d'Osiris sont véritablement impressionnantes. D'énormes blocs de granit, dont certains pèsent jusqu'à 100 tonnes, forment le noyau du temple. Ces pierres colossales ont été transportées depuis les carrières lointaines d'Assouan, à plus de 320 km de distance, puis assemblées avec une précision stupéfiante. La logistique nécessaire pour déplacer et positionner ces énormes blocs soulève des questions sur les capacités technologiques des anciens bâtisseurs. Possédaient-ils des machines avancées ou des méthodes oubliées qui leur ont permis d'accomplir de tels exploits? Peut-être que l'aspect le plus intrigant de l'Osirion est l'eau mystérieuse qui coule en continu à l'intérieur de ces chambres. Malgré les tentatives pour pomper l'eau, celle-ci revient de façon inexplicable, défiant toute explication. Des études hydrologiques ont révélé que l'eau de l'Osirion est remarquablement différente de celle de la nappe phréatique environnante, avec une composition chimique et un profil isotopique unique. Cette anomalie a conduit certains chercheurs à spéculer sur l'existence de chambres ou de passages cachés sous le temple, possiblement reliés à une source d'eau inconnue. Certaines théories suggèrent que l'Osirion aurait pu servir de centre pour des pratiques technologiques ou spirituelles avancées, tandis que d'autres proposent qu'il aurait pu être un dépôt de sagesse ancienne, attendant d'être redécouvert. Numéro 11, la théorie de la centrale électrique de Gizeh. Les pyramides comme générateurs d'énergie. L'une des structures les plus emblématiques du monde a longtemps été une source de fascination et de mystère. Avec une hauteur impressionnante de 147 mètres et construite avec environ 2,3 millions de blocs de calcaire, chacun pesant entre 2,5 et 15 tonnes, la construction de la pyramide a déconcerté les experts pendant des siècles. Cependant, certains chercheurs suggèrent que la Grande Pyramide n'était pas simplement un tombeau, mais une merveille technologique avancée conçue pour capter et distribuer de l'énergie. La précision et l'ampleur de la construction de la Grande Pyramide sont vraiment stupéfiantes. La base de la pyramide couvre une superficie de 5 hectares et chaque côté mesure 230 mètres de long. Les anciens bâtisseurs ont atteint un niveau de précision extraordinaire, avec un écart moyen par rapport à un carré parfait inférieur à 0,1%. Cette précision, combinée au design intérieur unique de la pyramide, a conduit certains chercheurs à proposer que la structure a été construite pour générer et exploiter de l'énergie. L'une des preuves les plus convaincantes de la théorie de la centrale électrique de Gizeh est la présence de matériaux conducteurs à l'intérieur de la pyramide. La Grande Pyramide contient plusieurs poutres de granit de grande taille, certaines pesant jusqu'à 70 tonnes, qui sont hautement conductrices. De plus, les chambres et les passages d'intérieur de la pyramide sont revêtus de calcaire hautement poli, qui aurait pu servir d'isolant. Cette combinaison de matériaux conducteurs et isolants a amené certains chercheurs à suggérer que la pyramide aurait pu être conçue pour fonctionner comme un condensateur ou une batterie géante. Un autre aspect intrigant de la théorie de la centrale électrique de Gizeh est la possible connexion entre la pyramide, ses chambres souterraines et le Nil. Certains chercheurs proposent que les chambres et tunnels souterrains de la pyramide auraient pu faire partie d'un système hydraulique sophistiqué conçu pour canaliser l'eau du Nil et générer de l'énergie grâce à son écoulement. Cette théorie s'appuie sur la découverte d'une série de canaux et de puits souterrains, dont certains semblent être reliés au Nil. La théorie de la centrale électrique de Gizeh suggère également que l'emplacement et l'orientation de la pyramide auraient pu être choisis délibérément afin de tirer parti des champs énergétiques naturels de la Terre.
La pyramide est située sur un puissant vortex d'énergie électromagnétique et son alignement précis avec les points cardinaux aurait pu lui permettre de canaliser et d'amplifier cette énergie. Numéro 10. Des transmetteurs d'énergie potentielle. Les anciens obélisques égyptiens, structures monolithiques taillées dans des blocs de granit uniques atteignant jusqu'à 30 mètres de hauteur, sont admirés depuis longtemps pour leur beauté et leur précision. Souvent associés au culte du soleil, ces monuments imposants ont captivé l'imagination d'innombrables générations. Cependant, certains chercheurs suggèrent que les obélisques auraient pu avoir une fonction bien plus pratique, voire technologique, agissant potentiellement comme des transmetteurs d'énergie ou des éléments d'un réseau électrique interconnecté plus vaste. L'échelle et la précision des obélisques de l'Égypte antique sont véritablement remarquables. Le plus grand obélisque connu, celui du Latran à Rome, atteint une hauteur impressionnante de 32 mètres et pèse environ 455 tonnes. Le processus d'extraction, de transport et de construction de ces énormes monolithes aurait nécessité des connaissances avancées en ingénierie et des outils sophistiqués. Certains chercheurs proposent que les anciens Égyptiens auraient pu utiliser des techniques telles que la lévitation acoustique ou même une technologie antigravitationnelle pour déplacer et positionner ces énormes pierres. L'une des théories les plus intrigantes concernant la fonction des obélisques est leur possible rôle dans la génération et la transmission d'énergie. Certains chercheurs suggèrent que les obélisques, en combinaison avec les pyramides et d'autres structures, auraient pu former un vaste réseau électrique interconnecté à travers le paysage de l'Égypte antique. Cette théorie propose que les obélisques auraient pu agir comme des antennes ou des transmetteurs d'énergie, canalisant et dispersant l'énergie générée par les pyramides ou d'autres sources. L'idée des obélisques comme transmetteurs d'énergie repose sur plusieurs facteurs, tels que leur alignement précis avec les points cardinaux, leur emplacement sur de puissants vortex d'énergie et l'utilisation de matériaux conducteurs comme l'or et le cuir. Certains chercheurs suggèrent même que les hiéroglyphes et symboles gravés sur les obélisques auraient pu servir de forme de codage ou d'instruction pour la transmission de l'énergie. Un autre aspect déconcertant des obélisques de l'Égypte antique est la question de savoir comment ils ont été transportés et érigés. La théorie la plus courante suggère que les obélisques étaient déplacés à l'aide de traîneaux, de rouleaux et de rampes, avec des centaines voire des milliers d'ouvriers les tirant à travers le désert. Cependant, certains chercheurs proposent que les anciens Égyptiens auraient pu utiliser des méthodes plus avancées, comme des leviers, des poulies, voire la lévitation sonique pour déplacer ces énormes pierres. Numéro 9. Le Grand Sphinx, un monument mystérieux et colossal. S'élevant majestueusement sur le plateau de Gizeh, le Grand Sphinx, avec son corps de lion et sa tête humaine, a captivé l'imagination des gens pendant des siècles. Cependant, sous le visage usé par le temps de cette statue emblématique, se cachent des secrets qui ont déconcerté les chercheurs et mis à l'épreuve notre compréhension de l'histoire. L'un des débats persistants autour du Grand Sphinx spirituel concerne son ancienneté. Bien que l'égyptologie conventionnelle date le monument aux alentours de 2500 avant Jésus-Christ, sous le règne du pharaon Khéphren, de plus en plus de preuves suggèrent que le Sphinx pourrait être bien plus ancien. Le géologue Robert Schoch, après avoir examiné les motifs d'érosion sur les murs de l'enceinte du Sphinx, a proposé que le monument pourrait dater de l'an 7000 avant Jésus-Christ, à une époque où la région bénéficiait d'un climat beaucoup plus humide. Si cette théorie venait à être confirmée, elle changerait radicalement notre perception de l'ancienne civilisation égyptienne et de ses capacités technologiques. Une autre théorie intrigante suggère que le Grand Sphinx aurait pu faire partie d'un complexe interconnecté plus vaste, conçu pour exploiter l'énergie solaire. L'alignement précis du monument avec le soleil levant lors des équinoxes de printemps et d'automne a amené certains chercheurs à spéculer qu'il aurait pu fonctionner comme une machine alimentée par l'énergie solaire ou comme un outil astronomique sophistiqué. La présence d'un réseau complexe de chambres et de tunnels sous le Sphinx, révélé par des études sismiques, renforce encore cette hypothèse, laissant entrevoir la possibilité de mécanismes cachés ou de dispositifs de captation d'énergie. Ces dernières années, l'utilisation de technologies avancées, telles que le géoradar et la sismique, a fourni des preuves convaincantes de l'existence de chambres et de passages cachés sous le Grand Sphinx. Ces découvertes ont ravivé l'intérêt pour la véritable fonction du monument et les secrets qu'il pourrait receler. Certains chercheurs pensent que ces chambres pourraient contenir des artefacts anciens, des parchemins ou même des dispositifs technologiques avancés attendant d'être découverts. Numéro 8. L'oiseau de Saqqara et les hiéroglyphes d'Abydos. Théorie sur le vol ancien dans les sables d'Égypte.
deux petits artefacts ont suscité un vif débat sur la possibilité d'une connaissance aéronautique et d'une technologie de vol dans l'Antiquité, l'oiseau de Saqqara et les hiéroglyphes d'Abydos. Ces objets énigmatiques ont déconcerté aussi bien les chercheurs que les passionnés, soulevant d'intrigantes questions sur l'étendue de l'innovation dans l'Égypte ancienne et le potentiel de technologies perdues ou oubliées. L'oiseau de Saqqara, une petite statuette en bois découverte en 1898 dans la tombe de Padimène, à Saqqara, a immédiatement attiré l'attention des chercheurs en raison de sa ressemblance frappante avec un avion moderne. Mesurant 18 cm de long et pesant moins de 40 grammes, l'oiseau présente des ailes fixées sur un corps étroit avec un stabilisateur vertical à la queue. Il est à noter qu'il ne possède pas de pattes et que ses ailes présentent une forme aérodynamique avancée rappelant celle d'un avion, plutôt que les représentations typiques d'oiseaux dans l'art égyptien ancien. Certains chercheurs, comme le médecin égyptien et passionné d'aéromodélisme Khalil Messia, ont proposé que l'oiseau de Saqqara témoigne de la connaissance des principes aéronautiques par les Égyptiens et qu'il aurait pu servir de modèle de planeur. Messia a construit une maquette de l'oiseau et a découvert qu'elle présentait une remarquable capacité de vol plané, ce qui l'a amené à suggérer que les anciens Égyptiens possédaient une connaissance sophistiquée de l'aérodynamique et auraient même pu expérimenter des machines volantes. De la même manière, les hiéroglyphes d'Abydos, découverts dans le temple de Séti Ier à Abydos, ont alimenté les spéculations sur la technologie de vol dans l'Égypte antique. Ces gravures murales, mises au jour par la Dr Ruth Over, représentent ce qui semble être des véhicules modernes, tels que des hélicoptères, des sous-marins et des avions. Bien que certains chercheurs soutiennent que ces gravures ne sont que le résultat de palimpsestes ou de la superposition de hiéroglyphes au fil du temps, d'autres y voient la preuve d'une civilisation très avancée possédant des connaissances sur le transport aérien et sous-marin. L'oiseau de Saqqara et les hiéroglyphes d'Abydos ne sont pas les seuls artefacts à avoir suscité des théories sur le vol dans l'Antiquité en Égypte. D'autres exemples incluent les énigmatiques bas-reliefs du temple de Ptah à Memphis, qui représentent une figure humaine assise sur un objet en forme de capsule et qui semble doté d'ailes ou de lames, ainsi que les curieux hiéroglyphes de « hélicoptère » découverts dans le temple d'Osiris à Abydos, qui ressemblent étonnamment à des hélicoptères modernes. Numéro 7. La dague météoritique de Toutankhamon, une merveille de la métallurgie antique. En 1922, la découverte de la tombe de Toutankhamon par Howard Carter a stupéfié le monde, révélant un trésor d'artefacts égyptiens anciens et offrant une perspective sans précédent sur la vie du jeune pharaon. Parmi les nombreuses merveilles découvertes dans la tombe, se trouvait une petite dague discrète, qui allait par la suite devenir l'un des objets les plus énigmatiques et technologiquement avancés de son époque, la dague météoritique de Toutankhamon. À première vue, la dague semblait être une œuvre d'artisanat exceptionnelle, avec sa poignée et son fourreau en or orné de motifs complexes. Cependant, c'est la lame elle-même qui a véritablement attiré l'attention des chercheurs. Contrairement aux lames en bronze typiques de l'époque, la dague de Toutankhamon était forgée en fer, un matériau incroyablement rare et précieux dans l'Égypte ancienne. Des analyses ultérieures de la composition de la dague ont révélé qu'il ne s'agissait pas de n'importe quel fer, mais de fer météoritique contenant des niveaux importants de nickel et de cobalt. Cette découverte a soulevé des questions fascinantes sur la compréhension de la métallurgie par les anciens Égyptiens et leur capacité à travailler un matériau aussi complexe. Le processus de forge d'une lame en fer météoritique aurait nécessité des connaissances avancées en fusion, en chauffage. Le martelage intense et les techniques de forge, des compétences que l'on pense n'avoir été développées que bien plus tard dans l'histoire de l'humanité. La présence de fer météoritique dans la dague de Toutankhamon éclaire également la fascination des anciens Égyptiens pour le ciel et leur croyance en l'origine divine de certains matériaux. Le fer météoritique, connu sous le nom de fer du ciel, était considéré comme une substance sacrée imprégnée du pouvoir des dieux. L'utilisation de ce matériau céleste pour la création d'une dague royale suggère qu'il possédait une profonde signification symbolique et spirituelle. L'un des aspects les plus remarquables de la dague météoritique de Toutankhamon est le niveau d'artisanat et de savoir-faire requis pour façonner et polir la lame. Le fer provenant des météorites est généralement plus dur et plus cassant que le fer terrestre, ce qui rend son travail difficile avec les outils traditionnels de l'âge du bronze. Numéro 6. Preuve de technologie d'éclairage ancienne. Dans le temple d'Hathor à Denvera, en Égypte, une série de sculptures énigmatiques a suscité un vif débat sur l'éventuelle utilisation de l'électricité dans l'Antiquité. Ces bas-reliefs, datant de la période ptolémaïque, représentent ce qui semble être des objets similaires à des ampoules,
avec des filaments sinueux et des bases en forme de lotus. Les bas-reliefs de la lumière de Dendera montrent des figures tenant de grands objets allongés qui ressemblent étonnamment à des ampoules modernes. Les objets sont représentés avec des formes serpentines à l'intérieur, que certains chercheurs interprètent comme des filaments. Les bases des objets ont la forme d'un lotus et un dispositif particulier en dessous qui semble être relié à une source d'énergie. Cette combinaison d'éléments a amené certains à proposer que les anciens Égyptiens auraient pu avoir accès à une forme d'éclairage électrique. L'un des aspects les plus intrigants de la théorie de la lumière de Dendera est l'absence de suie dans certains temples égyptiens. Dans le temple d'Hathor, par exemple, les plafonds et les murs sont exempts du résidu noir généralement associé à l'utilisation de torchers ou de lampes à huile. Cette absence de suie suggère que les anciens Égyptiens auraient pu utiliser une source de lumière alternative plus propre, comme l'éclairage électrique. Les défenseurs de la théorie de la lumière de Dendera, comme l'ingénieur électricien Walter Garn, ont créé des répliques fonctionnelles basées sur les bas-reliefs du temple. Ces expériences démontrent qu'un dispositif similaire à la lumière de Dendera pourrait produire une source de lumière faible mais viable, bien que dangereuse. Cependant, les sceptiques soutiennent que les bas-reliefs ne sont que des représentations symboliques de scènes mythologiques et qu'il n'existe aucune preuve concrète d'un éclairage électrique dans l'Égypte antique. Numéro 5. Le Sérapéum de Saqqara. Des caisses énigmatiques en granit et un artisanat d'une précision remarquable. Dans les profondeurs des sables mouvants de Saqqara, une ancienne nécropole située près de la célèbre pyramide aveuglée, se trouve une merveille stupéfiante d'ingénierie et d'artisanat, le Sérapéum. Ce complexe souterrain, un véritable labyrinthe de tunnels et de chambres, abrite 24 colossales caisses en granit noir, chacune pesant jusqu'à 100 tonnes et présentant un niveau de précision inexplicable. Ces mystérieux conteneurs ont déconcerté archéologues et chercheurs pendant des siècles, soulevant des questions sur leur utilité et la technologie ancienne utilisée pour leur fabrication. Les caisses du Sérapéum, qui mesurent jusqu'à 4 mètres de long, 3,3 mètres de large et 2,7 mètres de haut, sont fabriquées à partir de blocs solides de granit noir, l'une des pierres les plus dures connues de l'humanité. La précision avec laquelle ces caisses ont été taillées et polies est stupéfiante. Avec des surfaces parfaitement planes, des angles précis de 90 degrés et des couvercles s'ajustant de façon complexe, l'échelle et la précision de ces artefacts semblent dépasser les capacités des outils de l'âge du bronze, ce qui amène beaucoup de gens à remettre en question les explications conventionnelles concernant leur création. Selon l'égyptologie conventionnelle, le Sérapéum a été construit sous le règne du pharaon Khémouezè, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, pour abriter les restes momifiés des taureaux sacrés d'Hapi. Cependant, les incohérences de cette théorie ont alimenté les spéculations sur la véritable fonction des caisses en granit. Certains chercheurs soutiennent que l'absence d'inscription, de décoration ou de toute trace des supposés taureaux momifiés à l'intérieur des caisses suggère qu'elles pourraient avoir eu une fonction différente, technologiquement plus avancée. Les questions autour du Sérapéum vont bien au-delà des caisses elles-mêmes. La logistique nécessaire pour transporter ces immenses conteneurs de pierre jusque dans les chambres souterraines, à travers des tunnels et des puits étroits, pose d'importants défis d'ingénierie. La précision et l'ampleur de la construction du Sérapéum, avec ses couloirs parfaitement alignés et sa disposition symétrique, témoignent d'un niveau de sophistication technologique qui semble inconciliable avec les outils et techniques de l'époque. Numéro 4. Le temple de la vallée de la précision et ses anomalies. Au pied du grand sphinx de Gizeh se trouve le temple de la vallée de Khéphren, une merveille antique qui témoigne de l'extraordinaire précision et du savoir-faire technique de ses bâtisseurs. Construit avec d'énormes blocs de calcaire pesant jusqu'à 150 tonnes et recouvert de granit rouge poli, ce temple a traversé les millénaires, témoin de l'essor et du déclin des civilisations. L'une des caractéristiques les plus remarquables du temple de la vallée est l'utilisation d'énormes blocs de calcaire, taillés avec une grande précision lors de sa construction. Certains de ces blocs, qui mesurent jusqu'à 5,5 mètres de long et pèsent jusqu'à 150 tonnes, ont été transportés depuis des carrières situées à plusieurs kilomètres, et assemblés avec une telle précision qu'il est impossible d'insérer une fine lame entre eux. Le niveau de précision atteint dans la découpe et la pose de ces blocs est stupéfiant, surtout si l'on considère les outils et techniques dont on pense qu'ils étaient disponibles à l'époque. Un autre aspect déconcertant du temple de la vallée est la présence de techniques d'ingénierie avancées, comme l'utilisation de socles carrés et de saillies pour fixer les pierres de granit au noyau de calcaire.
Ces méthodes, que l'on ne retrouve pas dans d'autres structures de l'Égypte ancienne de la même période, suggèrent que les bâtisseurs du temple de la vallée possédaient une connaissance sophistiquée des principes de construction et avaient accès à des outils et des technologies avancées. Malgré son impressionnante construction, le temple de la vallée manque curieusement d'inscriptions ou de décorations. Contrairement à la plupart des autres temples de l'Égypte ancienne, cette absence d'ornementation a amené certains chercheurs à remettre en question la véritable ancienneté et la fonction du temple. Certains ont suggéré que le temple de la vallée aurait pu être construit par une civilisation antérieure aux anciens Égyptiens, disposant de technologies et de connaissances avancées qui se seraient perdues ou oubliées avec le temps. Le temple de la vallée présente également d'étonnantes similitudes avec d'autres structures énigmatiques, comme le temple d'Osirion à Abydos et le temple du Sphinx, situé juste à côté du temple de la vallée. Ces similitudes, notamment l'utilisation d'énormes blocs de calcaire, l'ingénierie de précision et l'absence d'inscription, ont amené certains chercheurs à proposer que ces structures pourraient avoir fait partie d'un vaste complexe interconnecté, construit par une civilisation très avancée à des fins encore inconnues. Numéro 3. Un héritage d'innovation et d'ingéniosité. L'Égypte antique est reconnue pour ses monuments imposants, son art sophistiqué et sa mythologie impérissable. Mais ses contributions à l'innovation humaine vont bien au-delà de ses réalisations bien connues. Des objets du quotidien aux technologies révolutionnaires, les anciens Égyptiens ont laissé une empreinte indélébile sur le monde et nombre de leurs inventions influencent encore nos vies aujourd'hui. L'une des inventions égyptiennes les plus remarquables est le papyrus, précurseur du papier moderne. Fabriqué à partir des tiges de la plante de papyrus, ce matériau d'écriture a révolutionné la conservation des archives et la communication dans le monde antique. Les Égyptiens ont également développé une forme d'écriture cursive, connue sous le nom d'écriture hiératique, qui permettait un enregistrement de l'information plus rapide et plus efficace que l'ancien système hiéroglyphique. Dans le domaine des soins personnels et de l'hygiène, les anciens Égyptiens ont été des pionniers. Ils ont créé de nombreux produits cosmétiques, tels que du maquillage pour les yeux, des crèmes pour la peau, des parfums et des perruques fabriquées à partir de cheveux humains ou de fibres végétales. Le soin dentaire était également une priorité. Avec l'invention du dentifrice à base de sel de menthe et de fleurs de lys séchées, ainsi que des pastilles pour la laine faite d'encens et de myrrhe, les anciens Égyptiens ont aussi grandement contribué à la mesure du temps et à l'astronomie. Ils ont développé le calendrier de 365 jours basé sur le cycle lunaire et les crues du Nil. Ils ont également créé des cadrans solaires et des clepsydres, ce qui a permis un suivi plus précis du temps au cours de la journée. De plus, les Égyptiens étaient des astronomes experts, possédant une connaissance approfondie du mouvement des corps célestes et de leur influence sur l'agriculture et les cérémonies religieuses. Numéro 2. Dans le domaine de l'ingénierie et de la construction. Les anciens Égyptiens étaient véritablement incomparables. Ils ont développé des techniques sophistiquées d'arpentage et de nivellement qui leur ont permis de construire les pyramides et d'autres structures monumentales avec une précision incroyable. Ils ont également inventé la rampe et le levier, ce qui leur permettait de transporter et de placer d'énormes blocs de pierre de plusieurs tonnes. Les anciens Égyptiens ont aussi réalisé des avancées significatives dans l'agriculture et l'irrigation. Ils ont développé le chadouf, un type de dispositif pour élever l'eau qui rendait l'irrigation plus efficace, ainsi que le milomètre, un outil utilisé pour mesurer le niveau de l'eau du Nil pendant la saison annuelle des crues. Cela leur permettait de prédire le succès de leur récolte et de planifier en conséquence. Ils ont également été des pionniers dans la médecine et les soins de santé. Ils ont développé divers traitements médicaux qui comprenaient la chirurgie, les remèdes à base de plantes et même des prothèses. Ils ont fondé des écoles de médecine connues sous le nom de « maisons de vie », où les futurs médecins pouvaient perfectionner leurs compétences et contribuer à l'évolution constante des connaissances médicales. Les médecins égyptiens possédaient une connaissance extraordinaire de l'anatomie, des traumatismes et de leur traitement, comme en témoignent des découvertes révolutionnaires telles que le papyrus Edwin Smith. Ce texte médical, datant de 1500 avant Jésus-Christ, documente de manière systématique 48 cas de blessures traumatiques touchant différentes parties du corps. Il détaille minutieusement la fermeture des plaies par des sutures, la prévention des infections à l'aide de miel et de pain moisi, ainsi que l'immobilisation des fractures à l'aide d'attelles et de bandages en lin et en bois. D'autres papyrus anciens, comme celui d'Héber et celui de Caïn, approfondissent un large éventail de sujets médicaux, tels que la gynécologie, la fertilité,
la contraception, les maladies intestinales et bien d'autres encore. Bien que de nombreux remèdes impliquaient des incantations magiques, les observations empiriques des maladies faites par les Égyptiens étaient remarquablement sophistiquées pour leur époque. Numéro 1. Le pilier de Djed, un symbole énigmatique de l'Égypte ancienne. Parmi les innombrables merveilles et mystères de l'Égypte antique, le pilier de Djed se dresse comme un symbole intemporel dont la véritable signification et la portée se sont perdues dans la nuit des temps. Cet emblème énigmatique, souvent associé au dieu Osiris ainsi qu'au concept de stabilité et de régénération, a fasciné l'esprit des chercheurs et des passionnés pendant des siècles. À première vue, le pilier de Djed semble être une représentation simple et stylisée d'une colonne ou d'un pilier avec 4 barres horizontales ou chapiteaux empilés sur un fût vertical. Ce dessin, bien qu'apparemment simple, dissimule une complexité plus grande et un sens possible. Certains chercheurs ont remarqué la surprenante similitude structurelle entre le pilier de Djed et les schémas ultérieurs de Nikola Tesla, le brillant inventeur et pionnier de l'électricité moderne. Les dessins de Tesla présentaient souvent une colonne verticale avec des plaques ou des bobines horizontales, ce qui rappelle de façon frappante l'ancien symbole égyptien. Cette ressemblance intrigante a conduit un groupe de chercheurs audacieux et perspicaces à proposer une théorie véritablement fascinante qui remet en question notre compréhension conventionnelle. Le mystérieux pilier de Djed pourrait-il être plus qu'un simple symbole religieux et, en réalité, représenter une compréhension égyptienne ancienne des principes de l'électricité et de ses applications pratiques? Cette question, bien que controversée, mérite d'être examinée plus en profondeur. Bien que l'égyptologie traditionnelle et académique ait soutenu pendant des générations que le pilier de Djed n'est qu'un symbole religieux ou mythologique, profondément ancré dans les croyances spirituelles de l'Égypte ancienne, la possibilité que ce symbole énigmatique puisse renfermer un savoir scientifique avancé n'est pas une idée aussi invraisemblable qu'elle pourrait le paraître à première vue. Les défenseurs de cette théorie ont mené une analyse minutieuse de l'utilisation du pilier de Djed dans de nombreux textes hiéroglyphiques et œuvres d'art de l'Égypte ancienne, où il apparaît systématiquement lié à des concepts fondamentaux tels que le pouvoir, l'énergie et la force vitale qui imprègnent l'univers. Ces chercheurs proposent que ces associations pourraient être interprétées comme des références métaphoriques sophistiquées aux propriétés fondamentales de l'électricité, le pilier de Djed fonctionnant comme une représentation symbolique élaborée de cette forme d'énergie, invisible mais omniprésente et puissante. Certains chercheurs ont développé cette hypothèse de manière encore plus approfondie, avançant la possibilité que les anciens Égyptiens non seulement comprenaient les principes fondamentaux de l'électricité, mais qu'ils avaient également mis au point des méthodes pour exploiter et utiliser cette énergie dans leurs constructions sacrées et monumentales. Pour appuyer cette théorie, ils soulignent la présence stratégique de matériaux hautement conducteurs d'électricité, comme l'or et le cuivre, à des endroits précis de ces structures anciennes. De plus, ils mettent en avant la disposition architecturale particulière et l'orientation précise de certaines chambres et de certains passages qui, selon leurs analyses, auraient pu être délibérément conçus pour canaliser, concentrer et amplifier les courants électriques naturels présents dans l'environnement. On se retrouve dans la prochaine vidéo.